Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Levez la main si vous avez déjà entendu dire, ou même pensé, que la meilleure méthode pour apprendre une langue, c'était d'avoir un petit ami ou une petite amie dont c'était la langue maternelle. Aujourd'hui, on va creuser le sujet parce qu'il n'y a rien de moins vrai sans doute. C'est un très joli mythe qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on décortique ce qu'est un couple multilingue. Et c'est notre deuxième épisode de ce volet sur la langue dans le foyer, la langue à la maison, puisqu'on a déjà fait un épisode sur être un parent multilingue avec Tetsu Yang, épisode que je vous invite vivement à réécouter si la thématique vous intéresse. J'ai été confrontée à ce sujet à plusieurs niveaux, à plusieurs titres. D'abord quand je faisais moi-même des accompagnements de français langue étrangère et que j'ai eu un élève serbe qui voulait apprendre le français pour faire une surprise à sa petite amie française donc. Et à ce moment-là, c'était le moment où je découvrais la vidéo de Tom Gauthier que j'ai mentionné d'ailleurs quand on a fait l'épisode ensemble avec Tom Gauthier. La vidéo s'intitule « N'apprends pas une langue pour les autres ». Ça parle d'une histoire d'amitié, mais ça s'appliquait parfaitement, et ça s'applique toujours parfaitement pour le couple, et au moment où j'accompagnais mon élève serbe, ça résonnait parfaitement. Je savais que ça allait finir en eau de boudin, parce que sa petite amie, elle n'avait rien demandé, qu'il faisait des efforts pour une langue au final qu'il n'aimait pas apprendre en soi, et elle allait jamais pouvoir le gratifier à la hauteur de son effort, puisque c'était quelque chose qu'elle ne recherchait pas, et qu'ils avaient rien décidé ensemble. Et voilà, effectivement, c'est pas quelque chose qui a fini de manière très positive, et j'ai été aussi directement concernée par le sujet, puisque j'ai vécu en couple avec un Italien. Je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais appris l'italien pour cette personne-là ou pour quelqu'un en général. J'ai appris l'italien parce que j'aime la langue elle-même, et on a pu vivre ensemble, parce que au moment où j'ai rencontré cet homme-là, je savais déjà parler italien. Et j'ai pas non plus, vous savez, ce caractère un petit peu fétichiste qu'ont certains de vouloir absolument sortir avec une personne étrangère ou d'être uniquement touché par des personnes d'une nationalité en particulier. Non, c'est juste parce que c'était lui, et parce qu'il était comme il était, et parce qu'il est d'ailleurs comme il est, et parce que quand on parlait ensemble, j'oubliais le fait qu'on n'ait pas la même langue maternelle et qu'il n'y avait pas cette problématique de communication, parce que j'avais même dit jamais je serai en couple avec quelqu'un qui n'a pas ma nationalité, puisque j'avais peur qu'il n'y ait pas une compréhension parfaite qui soit possible. Et en réalité, elle l'est dans un contexte particulier qu'on va pouvoir développer ensemble. Et je me suis aussi beaucoup intéressée aux couples qui avaient autour de moi, aux couples binationaux, des romano-italiens, des italo-allemands, italo-russes, hispano-polonais, hispano-belges, etc. Et ce qui m'a frappée en prêtant attention à ce sujet-là, c'est la diversité des dynamiques de langue dans ces couples binationaux. Il y a des foyers où il y a une seule langue qui avait été imposée, au point où, je pense à une amie en particulier qui ne se souvient presque plus de sa langue maternelle. Il y a des foyers où il y a une langue intermédiaire qui est l'anglais souvent. Il y a des foyers où il y a des changements de langue, ce que je trouve le plus perturbant que j'aurais pas pu avoir à la maison. Il y a des foyers où les changements de langue sont très logiques. En fait, il y a, quand on parle de travail, quand on parle de etc., il y a des langues qui ont leur propre zone. En fait, c'est extrêmement vaste. Et donc, on commence cette série passionnante qui peut se prolonger à travers d'autres épisodes et donc d'autres témoignages si le sujet vous plaît, et pour que je sache qu'il vous plaît, manifestez-vous. Manifestez-vous que je le sache par un commentaire, un message via Instagram ou un message en réponse aux mails avec lesquels je vous envoie la newsletter, c'est comme vous préférez. Aujourd'hui en tout cas, on reçoit Clarisse Comoche, qui est professeure de français langue étrangère et qui s'est justement spécialisée dans cette thématique-là. Elle accompagne, en tout cas, déjà de manière globale, tous les apprenants de français, surtout au niveau débutant. Et d'ailleurs, vous l'entendrez à sa voix, Clarisse a une diction parfaite, qui est idéale pour les débutants, et surtout, elle a la passion de l'enseignement, la patience, la vocation qu'il faut pour transmettre sa langue, qui en font une accompagnatrice parfaite pour les débutants. Et comme elle se trouve elle-même dans un couple multilingue, elle accompagne aussi toutes celles et ceux qui ont un conjoint francophone et qui ont besoin d'apprendre à parler le français, au moins pour pouvoir échanger avec la famille de leur conjoint ou conjointe. Bref, c'est passionnant. Je vous laisse de suite avec notre échange du jour, en espérant qu'il vous plaise. Bonne écoute. Bonjour Clarisse, je suis ravie de t'avoir pour un sujet aussi passionnant que le couple linguistiquement mixte
le couple multilingue. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, moi ce que je voudrais savoir c'est qui tu es en tant qu'apprenante, combien de langues tu parles et comment tu es tombée dans le bain des langues et comment, et ça va faire beaucoup de questions, tu as choisi de te spécialiser sur cette thématique du couple multilingue et multiculturel. Par rapport aux langues, donc je pense comme beaucoup de personnes, j'ai appris l'anglais comme première langue vivante en France. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers l'allemand, donc toujours dans un cadre scolaire. Et puis ensuite, je me suis vraiment concentrée sur l'anglais et j'ai complètement abandonné l'allemand, malheureusement. Donc oui, c'était vraiment l'anglais ma priorité. Je souhaitais vraiment partir à l'étranger, utiliser l'anglais. Et puis, suite à différentes opportunités, j'ai eu l'occasion de partir en Asie. Dans un premier temps en Corée, où j'ai un petit peu commencé à toucher du doigt le coréen. Je ne l'ai pas appris de manière très académique. Et finalement, la langue que j'étudie vraiment en ce moment, c'est le japonais. Donc ça va faire 3 ans que je l'étudie. Bon, je suis encore débutante parce que c'est une langue qui prend du temps quand même. Mais j'avance doucement et puis je suis quand même assez motivée. Et enfin, l'espagnol quand même. J'habite désormais en Espagne et commence à être temps que je m'y mette. Et oui, et le catalan aussi j'imagine, parce que je précise pour ceux qui nous écoutent que tu es en Catalogne. C'est ça, ouais, à Barcelone. Donc, ouais, le mélange des deux, parfois, j'arrive à attraper quelques, quelques mots de vocabulaire et je mélange un peu les deux pour l'instant, je pense. Et si j'ai bien compris, l'anglais, il t'a motivé pour te dire, ok, je vais aller à C'est l'étranger. ça. Et à quel moment tu t'es dit, je vais enseigner le français langue étrangère et jusqu'à te spécialiser dans le cadre du couple? Du coup, j'ai commencé à penser à l'enseignement du français à la fin du lycée, en pensant que finalement, si je voulais pouvoir partir à l'étranger, peut-être que c'était une bonne option, en fait, de moi pouvoir partager ma langue et ma culture, que je pouvais simplement emporter comme ça avec moi. Et puis, quand j'ai vraiment eu cette occasion d'être à l'étranger, et finalement, mes expériences à l'étranger ont toutes été en lien avec l'enseignement et le partage de ma culture. Là, je me suis vraiment dit que moi, j'apprenais tellement au contact des autres personnes que moi, je voulais aussi transmettre tout ça, que ça serait mon objectif professionnel. J'ai un petit moment pensé à la traduction, mais je pense que j'avais besoin d'un contact vivant, d'un contact direct avec les personnes. Quant au couple, au fait de m'intéresser à cette dynamique et à enseigner à des étudiants qui auraient un conjoint francophone, vient tout simplement de mon expérience et du fait que je suis en couple avec une personne qui n'est pas francophone et qui donc, moi, m'a motivée à apprendre sa langue, donc le japonais. Et je me suis dit qu'il y avait certainement des gens qui étaient dans ma position et qui avaient un intérêt pour la langue de leur conjoint, la culture, et puis de peut-être vouloir passer à un certain niveau, comment dire, de communiquer au-delà de peut-être une langue tierce ou leur langue en fait. Parce que c'est votre cas, vous avez une langue intermédiaire entre vous deux? C'est ça. Nous, on utilise l'anglais. Maintenant qu'on sait que tu as ta propre expérience, l'expérience de tes élèves qui se trouvent dans cette situation-là aussi, de vouloir apprendre la langue de leur Mhm. conjoint, est-ce que tu peux nous aider à dresser le portrait de cette situation-là? Parce qu'on imagine que c'est la situation idéale pour apprendre une langue. Quels sont les avantages et au contraire les défis d'un couple qui est multilingue? Bah, dans notre cas, finalement, donc si on part de cette idée, oui, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'avoir un conjoint qui parle cette langue. Donc, je pense que dans notre cas, on est le contre-exemple parfait. Parce que moi, étant professeur de français, on peut se dire que tout naturellement, je lui enseigne ma langue, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui ne l'intéresse pas tellement. Il a plutôt pour l'instant parlé du fait d'étudier seul et peut-être de se tourner vers moi que dans un second temps. Et de l'autre côté, moi, j'avais commencé mon apprentissage, et toujours, hein, avec une professeure, et il ne m'aide pas plus que ça dans mon apprentissage. On a essayé un petit peu de peut-être trouver un moment pour parler japonais, mais c'était vraiment pas naturel, ça demandait vraiment un effort de sa part aussi, puisque quand on n'est pas enseignant, c'est pas nécessairement inné de savoir comment guider un apprenant, comment répondre par exemple à des questions. Donc on a un petit peu abandonné et je lui pose quelques questions de temps en temps, mais il n'est pas très bon professeur, il n'est pas très pédagogue. Surtout que c'est une dynamique très différente. La dynamique Ouais. professeur-élève, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à mettre en place dans un couple toujours.
Est-ce que tu arrives à vous projeter dans une autre langue que l'anglais maintenant? J'y pense un petit peu puisque cet été, on a eu l'occasion d'aller au Japon ensemble et de rester chez sa famille. Donc, dans certaines situations, assez rarement tout de même, mais il m'est arrivé de m'adresser à lui en japonais, dans une volonté de rester dans la conversation avec toutes les personnes qui étaient présentes et de pas automatiquement exclure ses parents qui faisaient partie de la discussion. C'est pas encore très naturel, mais dans ce type de cadre, ça m'a pas plus dérangé que ça. En fait, ça m'a semblé assez normal et finalement, c'est peut-être ça en fait qui est nécessaire pour que je me sente à l'aise de lui parler dans sa langue, c'est que j'ai besoin d'un élément extérieur qui m'encourage à utiliser le japonais. Sinon, effectivement, quand on est tous les deux, même au Japon, c'est l'anglais qui va venir dans un premier temps. Idéalement, j'aimerais bien pouvoir communiquer un petit peu en japonais, mais pour le moment, c'est assez limité. On utilise seulement des petites phrases du quotidien, mais c'est plus de la communication que de la conversation, selon moi. Donc bon, ou moi je l'utilise un petit peu pour faire de l'humour, pour le surprendre en fait de temps en temps, de sortir une petite phrase comme ça en japonais, l'air de rien. Mais c'est pas, on n'a pas des conversations, et à l'avenir on verra si ça arrive. Et est-ce que tu t'es déjà senti un peu étriqué dans ton anglais, c'est-à-dire pas capable de communiquer certaines choses que tu aurais pu communiquer en français? Ça, c'est une question que je me pose des fois, mais finalement, l'anglais, c'est quand même, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est ma première langue maintenant, mais quasiment finalement, en fait, puisque ça va faire quand même quelques années. Donc là, je vis en Espagne. Avant, j'ai vécu donc à Tokyo, au Japon. Et l'anglais, c'est quand même ma langue ressource, celle avec laquelle je vais communiquer le plus. Donc actuellement, j'utilise le français de par mon travail, avec mes amis et ma famille. Mais au-delà de ça, l'anglais est quand même prévalent. Et même dans ma consommation de contenu, par exemple, regarder des vidéos, lire, je lis principalement en anglais. Et je pense que mon niveau et les émotions et les habitudes que j'ai, je pense, vis-à-vis de l'anglais, je me questionne pas en fait. Je pense directement en anglais et je me sens pas limitée. C'est assez rare en fait. Et en général, les élèves qui viennent vers toi pour ce sujet-là, quel est leur objectif? Est-ce qu'ils ont envie de passer des fêtes de fin d'année de manière fluide dans leur belle famille? Est-ce que c'est pour impressionner leur petite amie ou leur... Ouais, c'est vraiment souvent vis-à-vis de la famille, puisque je pense que la plupart des couples soit vont apprendre très vite la langue de l'autre, soit ont une langue tierce. Donc, dans le cas où moi, on m'a sollicité, en général, ils ont une langue en commun, où ils ont tous les deux un bon niveau. Et finalement, même si ça serait effectivement sympa de pouvoir parler en français avec le conjoint, l'objectif principal, c'est communiquer avec la famille et communiquer avec les amis et pouvoir pleinement prendre part en fait quand il y a des discussions à table, des week-ends, des fêtes, ça va vraiment être l'élément qui revient avant même le fait de parler avec le conjoint, puisque normalement la relation se base déjà sur une autre langue, il n'y a pas de nécessité. C'est arrivé ça une fois où tu as eu une anecdote ou une situation où il y a eu un changement de langue au sein même du couple? Dans mon cas ou dans le cas de mes étudiants? Dans le cas de tes étudiants? Je crois pas que ça soit encore arrivé, puisque aussi moi, je travaille principalement avec des débutants. Donc peut-être que ce changement, il aurait lieu peut-être un petit peu plus tard, une fois qu'ils sont vraiment à l'aise avec la langue. J'en ai déjà entendu parler de par des collègues, plutôt que moi, mes étudiants directement. Donc des collègues qui sont aussi en couple multilingue, multiculturel, qui, à un moment donné, ont réussi à changer de langue. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même pas chose aisée. Non, c'est d'une. J'ai connu qu'un couple comme ça qui avait changé de langue du jour au lendemain parce que il y en a un qui, ouais, un des deux qui s'est plus senti d'utiliser l'anglais, qui a dit ben non, on va parler l'italien et c'est voilà, faut s'accrocher quoi d'un coup. Et c'est souvent le sujet des enfants qui amène les changements de langue, c'est quand on veut qu'il y ait une langue principale dans le foyer. C'est ça. Il y a des différences culturelles qui sont très liées aux langues. Est-ce que tu pourrais nous décrire, avec l'expérience que tu as en tant qu'accompagnante et peut-être dans ton propre couple, comment ces différences culturelles, elles peuvent influencer la dynamique d'un couple multilingue? Oui, bah, dans notre cas, tout simplement, dans un premier temps, on a eu quelques petits soucis de communication du fait que j'avais tendance à couper la parole de mon conjoint dans nos discussions. Il sentait que je ne l'écoutais pas, que
je ne le laissais pas finir de présenter son idée ou la chose qu'il était en train de raconter. Et ça m'a demandé un petit peu d'effort, en fait, pour changer cette dynamique. Et c'est vrai que aussi en y réfléchissant, je sais que c'est quelque chose qu'on l'on m'avait déjà mentionné quand j'habitais aux États-Unis. On m'avait deux, trois fois indiqué bah, en fait, j'ai pas fini ma phrase, écoute-moi jusqu'au bout. Et à l'époque, j'y avais pas pensé plus que ça, mais c'est vrai que c'est arrivé plus fréquemment dans mon couple et c'est là où je me suis vraiment questionnée et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à changer dans mon cas parce que moi, j'ai estimé que c'était nécessaire que je fasse ce pas. C'est vrai que c'est un trait assez français, ça, de vouloir gagner les conversations, être sûr que son idée passe, s'impose et de, oui, c'est ça, de faire d'une discussion un débat. Ça, ce sont un petit peu on a relevé des points de difficulté, mais est-ce qu'il y a des points de facilité, des points qui font qu'un couple multilingue est une force? Ben, du fait d'être multilingue, si on voyage, si on se déplace, si on rencontre de nouvelles personnes ensemble, finalement, à nous deux, on parle trois langues. Donc, ça peut faciliter certaines connexions, bon, tout en sachant que l'un devra faire un petit peu de traduction à un moment donné. Puis, il y a une richesse culturelle quand même. Et dans la situation où on atteindrait chacun un niveau relativement correct dans la langue de l'autre, on aurait aussi plus d'une façon de communiquer ensemble et peut-être de pouvoir jouer de ça et trouver quelle est la langue qui se prête le plus à telle ou telle situation. Et est-ce que tu as ton français qui ressort dans des, je sais pas, des surnoms ou des blagues ou est-ce que ton français, des fois, essaie de se refaire une place dans ta manière de communiquer? Récemment, ça m'est arrivé, mais c'est souvent plus en lien avec le fait de changer de langue. Donc, par exemple, si je viens de terminer un cours et que on va passer au dîner, c'est possible que les deux, trois premiers mots que je prononce soient en français et je m'en rends compte assez vite en général. Je dis, ah, peut-être, ah, ok, on va changer. Ici, c'est plus le même interlocuteur, il faut changer de langue. Mais sinon, tout ce qui va être surnom, petites choses comme ça, pas vraiment. Ça va être du même domaine que la façon dont j'utilise le japonais. Ça va être des petits mots comme bonne nuit, ce genre de choses qui est facilement accessible pour lui de par le contexte. C'est pas quelque chose qui se présente souvent. Mais c'est pas une obligation. Dans mon couple franco-italien, c'était les surnoms italiens qui me venaient, pas du tout le français qui arrivait. Mais je sais que c'est pas une vérité universelle, ma propre expérience, ni celle que j'ai pu apercevoir. Donc c'était pour savoir, toujours dans cette idée de langue, est-ce qu'on doit exiger ou s'attendre à ce que notre conjoint apprenne notre langue maternelle? Est-ce qu'il doit y avoir une égalité de part et d'autre? Ah, moi je pense que ça c'est vraiment propre à chaque couple. Ça va dépendre du contexte dans lequel on vit. Par exemple, si nous sommes amenés à déménager en France, c'est vrai que je pourrais m'attendre à ce qu'il apprenne plus de français et que, par exemple, tout ce qui va être les démarches administratives, les appels, que ça ne retombe pas sur la même personne. Finalement, je pense que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui moi, pourrais me poser question et me dire, bon, dans cette situation, et même pour que le conjoint, par exemple, puisse être beaucoup plus indépendant et puisse sortir de par lui-même. Donc, je pense que ça, c'est une première chose. Après, est-ce que c'est une nécessité pour le couple en lui-même, pour la communication du couple? Je suis pas certaine. J'ai même l'impression que pour certaines personnes, c'est pas du tout une évidence que d'apprendre la langue de son conjoint. Moi, ça, par contre, ça me pose question parce que c'est pas du tout ma vision. Pour moi, c'est très important de m'intéresser à sa culture, de m'intéresser à sa langue, au moins d'avoir une certaine base. Je vise pas du tout de parler le japonais couramment pour l'instant. J'ai juste envie de pouvoir parler quand on va au Japon, de pouvoir me débrouiller seule. Mon principal objectif, c'est de pouvoir parler avec sa famille. Et est-ce que vous en avez parlé clairement, c'est-à-dire que lui, il connaît tes objectifs et toi, tu connais ses objectifs? Oui, puisque moi, c'est vraiment une question qui me plaît et à laquelle j'aime beaucoup réfléchir. Et dans son cas, il y a une question, il y a le facteur temps. Il est en doctorat et au niveau du temps qu'il est en mesure de dédier à ce genre de projet, pour le moment, c'est pas du tout une priorité. Et donc moi, ça me pose pas du tout problème. Par contre, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, quand on aura un enfant, par contre,
pour moi, c'est important qu'ils soient en mesure de comprendre un peu de français. Et justement, enfin, il a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'espace mental s'il doit être très concentré sur l'avancée de son doctorat. En parlant de ce sujet-là, est-ce qu'il t'arrive à la fin de la journée, parce que là je vais un peu mentionner mon expérience personnelle, il y a des moments en fin de journée, j'étais crevée ou fatiguée, surtout quand on est avec la famille qu'on doit traduire, et j'avais tellement envie de repasser en français, mais c'était pas possible. Donc est-ce que tu as expérimenté aussi un peu de fatigue mentale, ou pas du tout, parce qu'au final l'anglais tu maîtrises tellement que c'est plus quelque chose qui te fatigue? Ouais, non, l'anglais, c'est plus du tout quelque chose qui me fatigue. Ça m'arrive, bon, bien sûr, quand on est fatigué, je vais un peu plus chercher mes mots, je vais peut-être faire des phrases à la structure un petit peu alambiquée, mais finalement, je vais pas avoir une envie ou un besoin de repasser en français. Ça me traverse même pas l'esprit. Par contre, effectivement, j'ai eu beaucoup de fatigue. Par contre, quand nous, on était au Japon et que j'avais besoin de faire cet effort constant d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi. Et mon copain aussi m'a dit parfois le soir, à la fin du dîner, il m'a dit, OK, c'est pas que j'ai plus envie de traduire, mais je peux plus, en fait. À partir de ce moment-là, lui était parfois très fatigué, oui. J'ai mon propre frère aîné qui est aussi dans un couple multilingue où il utilise l'anglais. Et il y a des moments, on entendait à l'accent. Quand l'accent français revenait, c'était qu'il y avait une fatigue au niveau de la traduction qui était là et qu'il en pouvait plus. Est-ce que tu as des variations d'accent aussi en anglais? Ça doit m'arriver. Je crois pas que mon accent français, enfin, je crois que ça fait longtemps que mon accent français n'est plus présent en anglais. Et est-ce que ça, parce que moi c'est ma théorie, la théorie que les couples linguistiquement mixtes, ils sont au courant qu'ils n'ont pas la même langue que l'autre ou qu'il y a une langue intermédiaire. Et donc il y a une capacité, je crois, à être plus clair et à mieux s'exprimer ou à savoir que si on ne comprend pas l'autre, c'est qu'il y a une différence. Est-ce que tu penses qu'il y a une conscience plus forte ou un travail plus important de la communication qui fait que peut-être ça fait des couples plus solides? J'espère. Euh, c'est vrai que les problèmes de communication, en tout cas, ils ont émergé une fois qu'on a habité ensemble. Quand on a emménagé ensemble, je pense qu'il y a eu ce choc à la fois culturel et linguistique, et où on a dû apprendre à communiquer ouais, de façon plus claire. Par exemple, les sous-entendus, les petites phrases qu'on peut parfois sortir en espérant que la personne va comprendre le sous-texte. Ça fonctionne pas, hein. Ça a dû m'arriver, puisqu'en tant que Française, je pense qu'on a beaucoup ce petit côté passif-agressif, un petit peu de mentionner quelque chose de très factuel tout en insinuant une émotion qui puisse être attachée à tout ça. Et j'ai probablement fait l'expérience comme ça avec mon copain et où il y a eu un problème de communication et où peut-être on s'est disputé et il m'a dit, mais tu m'as jamais dit ça? Ah, effectivement, peut-être que je ne l'ai pas dit, je l'ai insinué, mais oui, du coup, nous, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé, le fait d'être très clair, de dire ce qu'on pense et de dire clairement ce que l'on veut que l'autre entende finalement. Et maintenant, c'est beaucoup plus naturel. On prend aussi le temps parfois. On prend le temps le week-end de peut-être faire le point et de se poser la question. OK, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit cette semaine peut-être qui t'a posé question, que tu as associé à un sentiment négatif ou juste faire le point et être très clair et vérifier que tout va bien. Oui, oui, parce que quand on sait ça, quand on sait qu'on n'a pas la même langue que l'autre, c'est plus facile d'aborder ces sujets de communication qui peut-être passent parfois à la trappe quand on a la même langue et la même culture, où on imagine que c'est évident qu'on sait tout sur l'autre et qu'il comprendra absolument tout ce qu'on dira. Si tu pouvais nous faire une sorte de récap des difficultés, des points de vigilance, tout ça pour arriver vers des conseils que tu donnerais à ceux qui se trouvent dans cette situation-là, d'être en couple avec quelqu'un qui n'a pas sa propre langue maternelle. Oui, les points où faire attention, bah, ça va être toujours être de se poser la question et je pense, d'être très à l'écoute et garder en tête, oui, qu'on n'a pas forcément le même niveau de langue ou simplement la même compréhension et le même usage d'une langue en commun. Puisque moi, donc avec mon copain, on a beau tous les deux avoir de très bons niveaux d'anglais. Je pense que notre compréhension et notre usage de l'anglais est influencé par nos premières langues finalement ou peut-être la façon dont on nous l'a enseigné aussi. Et je trouve
que, par exemple, peut-être il y a des choses que moi je vais interpréter d'une façon en anglais, alors qu'il n'aura pas du tout eu une intention derrière. Par exemple, je pense à une situation où quelqu'un va utiliser le verbe should, donc devoir, qui peut-être moi je vais interpréter de manière un petit peu forte, alors que finalement, il n'y avait pas du tout cette idée derrière quand il l'a utilisé. Mais moi, surtout, ce que j'avais pas anticipé, c'était surtout le fait de communiquer au-delà du couple. Et donc, par exemple, quand mon copain est venu en France cet hiver pour Noël, finalement, pour communiquer avec lui, pour que lui puisse communiquer avec ma famille, j'ai dû faire beaucoup de traductions. Et au final, le défi, le challenge est pas venu de lui, mais plutôt de ma famille, qui avait très, très envie de communiquer avec lui, qui avait envie de lui présenter beaucoup de choses, de lui faire comprendre beaucoup de choses, et qui m'a complètement submergée d'informations au point où je n'avais pas le temps de traduire, au point où aussi parfois c'était intraduisible en fait, puisqu'il y a il y a beaucoup de jeux de mots en français. Mon père est très drôle et il adore faire des blagues, mais malheureusement, c'est des choses qui sont au mieux difficiles à traduire ou carrément intraduisibles en fait. Donc moi, c'est ici que j'ai trouvé le plus gros défi finalement de cette relation multilingue. Ça va plutôt être le rapport aux personnes extérieures qui vont vouloir communiquer et où nous, on va être cet entre-deux. Je confirme, c'est vraiment challengeant d'être dans cette situation où la communication peut se faire qu'avec soi, qu'à travers soi. On rit déjà de la blague qui vient d'être faite, mais notre conjoint ne peut pas encore rire parce qu'il ne l'a pas entendu, mais il est là, les yeux ouverts aux aguets, prêt à entendre ce qu'on lui raconte, et peut-être c'est pas risible dans sa langue, et qui va être là, ah ok. Effectivement, mais même avec les amis, trouver une place dans un groupe d'amis Ouais. où quand on arrive et il y a une autre langue et une autre dynamique c'est aussi un gros gros challenge. Quelqu'un qui se lance demain ou qui aménage ensemble ou qui se lance dans une histoire de couple avec quelqu'un avec qui il utilise l'anglais, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De presque d'en faire trop et de communiquer au-delà de ce qui semble nécessaire, je pense. Et je pense que ça, c'est autant au niveau linguistique qu'au niveau culturel. Je pense que dans les deux cas, il va y avoir des questions, peut-être qu'il va falloir expliquer des choses qui nous semblent d'une évidence incroyable, mais qui va pas l'être pour l'autre personne. Et de poser des questions aussi par la même occasion, expliquer de son côté ce que l'on souhaite exprimer avec beaucoup de détails, beaucoup de clarté, mais aussi peut-être questionner la personne avec qui on communique. Euh, Qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire? Est-ce que tu as voulu dire blablabla parce que moi, c'est ça que j'ai compris. Je crois que c'est nécessaire et je crois que ça peut pas faire de mal. Du tout. Trop communiquer à part d'être fatigué, Oui. d'essayer de tout comprendre. Le couple, parfois, c'est l'environnement, on en parlait. Vous, vous êtes en Espagne. Comment est-ce que vous arrivez à articuler la langue du pays, la culture du pays, les cultures respectives, votre langue en commun? Comment est-ce que ça s'organise? Ouais, c'est vrai que c'est un mélange et une situation, je pense, bon, certainement pas unique, mais je pense quand même pas très commune. Honnêtement, pour l'instant, la culture espagnole et la culture catalane, c'est pas quelque chose qu'on a intégré à notre quotidien. D'autant plus que vivant à Barcelone, je trouve que c'est quand même très cosmopolite et peut-être pas très représentatif de la culture espagnole en soi. Donc, par exemple, les horaires, nous, on n'est pas du tout sur les horaires espagnols. Donc ça, c'est une chose à laquelle on s'est toujours pas adapté. Par contre, pour le français, la part de culture française, je pense que c'est beaucoup avec la cuisine. C'est moi qui fais la cuisine. Bien que je connaisse un petit peu la cuisine japonaise, c'est aussi moins accessible de les produits qui sont nécessaires pour cuisiner. La culture japonaise, on consomme beaucoup de contenu sur Internet. Mon copain aime bien aussi partager des choses ou me parler de quelque chose qu'il a vu, d'un livre qu'il a lu, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, un mix pas très défini finalement de nos cultures, tout en sachant que je pense que la culture japonaise est plus représentée dans notre foyer, puisque moi je connais le Japon, j'y ai habité, je connais la culture. Et est-ce que c'est plus facile au final d'être dans un terrain neutre, c'est-à-dire dans un pays qui n'est ni le pays de l'un ni le pays de l'autre? Et est-ce que vous envisagez dans le futur, pardon, d'aller au Japon ou d'aller en France, ou au contraire de changer,
soit de rester en Espagne ou de changer pour un pays qui soit comme ça, un terrain neutre où chacun peut évoluer un peu plus librement. Ouais, je pense que bon, c'est difficile d'imaginer on n'a pas été trop dans notre situation, puisque quand nous habitions au Japon, nous n'habitions pas ensemble. Mais moi, je crois que c'est une bonne idée. En tout cas, pour un premier emménagement ensemble, être en terrain neutre, je pense que ça a été une bonne situation pour nous, pour un petit peu prendre nos marques, décider ce qui nous convenait. Alors que peut-être en s'installant dans un de nos pays respectifs, on aurait peut-être plus tendu vers le pays où on vivait, qui aurait peut-être pris une place plus importante de par le contexte plutôt que par une volonté personnelle. Je pense que c'est pas tellement d'essayer de trouver un 50-50 et chacun trouver cet équilibre parfait. Je pense que c'est pas très réaliste et je sais pas si c'est l'idéal finalement. Aucune idée, je pense qu'il y a tellement de formes de couple et de dynamiques de couple différents. Mais a priori, comme ça, je pense que ça aide d'être ou de construire le début d'une relation dans un pays neutre. Parce que sinon, la personne qui est dans le pays de l'autre, elle n'est pas forcément que dans la construction du couple, elle est dans la construction, elle est dans son intégration. Ouais. Et donc son énergie, elle est divisée parce qu'il y a tout le reste qui est à prendre en compte. Et on en a assez peu parlé, mais à s'alimenter tous les jours de manière différente que sa culture, c'est aussi un changement. Oui. Je veux dire, moi je me suis déjà battue pour avoir de la nourriture française parce que ça me manquait trop et il y avait aussi ce terrain-là culturel qui est hyper important. Oui, oui, ça fait partie des discussions qu'on a eues. Par exemple, ben oui, il n'y a pas beaucoup de riz. Ok, on va faire un peu plus de riz. Tout simplement. Et finalement, moi aussi, en ayant habité 3 ans au Japon, j'étais vraiment habituée aussi à ce type de nourriture. Et c'est vrai qu'en venant en Espagne, je me suis dit, ah oui, c'est quand même quelque chose que je souhaite conserver. Mais oui, effectivement, oui, c'est vrai que la place de l'alimentation est importante aussi. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait qu'en France, on prenne le temps et que le repas, c'est un moment de partage et de communication, justement. Et c'est une des choses dont on a discuté aussi avec mon copain qui, lui, par exemple, n'avait pas nécessairement envie de parler pendant le dîner, alors que moi, je me disais, bah, on ne s'est pas vu de la journée, c'est un bon moment pour faire le point, comme je pense beaucoup de familles en France. Enfin, en tout cas, c'était le cas dans ma famille. Le dîner, on se retrouve. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quels sont les projets? Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas. Et je pense que c'est très français de ma part, mais c'est quelque chose que je conserve, moi, en tout cas. Ah là, oui, oui. Le raconter sa journée quand on se retrouve le soir, complètement. Enfin, je peux Une pas parler pour évidence. toute la France, mais oui, oui. Est-ce que tu peux rappeler avec tes mots ce que tu fais, ce que tu proposes comme accompagnement de français? Et où est-ce que les personnes qui apprennent le français, qui se trouvent dans cette situation-là d'avoir un conjoint ou peut-être même seulement un crush francophone, peuvent te rejoindre sur les réseaux? Oui, ben, je suis principalement présente sur Instagram, donc clarisse.professeur. Et au niveau de mes services de langue, je propose principalement des cours privés pour l'instant. Est-ce que tu as en tête une personne francophone justement que l'on devrait recevoir sur la Fabrique à Polyglotte pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues? Euh, non, j'ai pas trouvé de personne à qui mentionner. Ce qui explique la création de ce podcast, parce que je trouve qu'on n'est pas encore assez de francophones à s'être emparés de cette thématique. Merci Clarisse pour tous ces échanges et d'avoir osé Merci à toi. partager des choses de ta vie. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.